soldats en particulier, parce qu'il y a des miniatures. J'allais dire bonsoir, mais c'est pas si... À droite, le plan actuel, qui correspond 1380, 1390, 1400, eh bien, ont été ajoutés sur les flancs nord et sud de la nef toute une série de chapelles latérales que vous voyez ici absentes, sur les deux flancs nord et sud, et que vous voyez ici réalisées dans l'état qu'on pourrait dater des environs de 1400. Le sujet n'est pas la construction des chapelles, il y a une thèse qui vient d'être faite sur ce sujet par Nicolas Asseret, ce serait bien qu'il vienne nous en parler d'ailleurs. Et cette construction des chapelles qui s'est réalisée depuis le transept vers la façade occidentale est à peu près bien datée, disons entre 1290-92 et les années 1375-1380 du côté de la façade occidentale. Et l'ensemble qui nous intéresse est placé ici même, à savoir le contrefort cruciforme que vous avez ici, qu'on nomme le Beaupilier, et le décor des deux dernières chapelles que je vous montre ici, dédiées à Saint Jean l'Évangéliste et Saint Jean Baptiste. Alors je ne sais jamais laquelle porte le vocable du Baptiste et l'autre celui de l'Évangéliste, enfin peu importe. Ce sont ces deux chapelles-ci qui ont été élevées sous l'épiscopat du cardinal Jean de Lagrange. Notez qu'il n'est pas encore cardinal lorsqu'il est évêque d'Amiens, puisque Jean de Lagrange a été évêque d'Amiens très peu de temps, de 1373 à 1375, donc 2 ou 3 années si vous voulez. Je vous reparlerai de lui dans un instant. Et il a été créé cardinal au titre de Saint-Marcel au consistoire du 20 décembre 1375, mais l'habitude a été prise de l'appeler cardinal de Lagrange, donc je garderai cette appellation, même si on considère la période où il n'était pas encore cardinal. Alors, nous allons voir que ce Beaupilier d'Amiens, qui a été construit contre la tour nord de la façade occidentale, dans un but structurel, puisque sa fonction première était d'assurer la stabilité de cette tour, dont on continuait la construction au XIVe siècle. La tour n'a été terminée dans son dernier niveau qu'au tout début du XVe siècle. Eh bien, nous sommes ici sur un terrain assez instable, à la limite entre la dernière terrasse alluviale de la Somme et le fond de vallée qui est situé quelques dizaines de mètres plus au nord. Donc ce contrefort a une fonction structurelle et on y a ajouté toute une série de sculptures qui, elles, servent de décor naturellement, mais un décor à la portée tout à fait particulière. Alors nous verrons que ce Beaupilier d'Amiens, qui est assez remarquablement conservé, était loin d'être un cas unique dans le royaume de France du XIVe siècle de ces programmes à tonalité politique. Malheureusement, les aléas de l'histoire, les désastres de la Révolution française l'ont hélas laissé seul subsister d'un corpus d'œuvres beaucoup plus important. C'est ce voyage au XIVe siècle que je vous invite à faire aujourd'hui, à une époque où le nouveau concept politique de souveraineté s'exprime par le biais des arts, en l'occurrence la sculpture ici, mais vous pourrez voir par l'enluminure et d'autres arts également les mêmes considérations. Je me limiterai ici aux commandes royales, mais le propos pourrait se développer avec les commandes des grands princes des Fleurs de Lys, les frères du roi Charles V. Je pense au duc d'Anjou, je pense au duc de Berry et au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. Alors voyons maintenant les dispositions générales de ce Beaupilier. Voici une photographie, enfin deux photographies, l'une actuelle et l'autre tirée vers 1890, qui vous montre le flanc des chapelles avec leur vocable et le pilier cruciforme que vous voyez à l'extrémité, donc vers la façade occidentale. Donc ce contrefort a été construit pour soutenir la tour nord de la cathédrale. Cette tour sur un terrain plutôt instable nécessitait donc cet appui essentiel. 9 statues ont été réalisées pour garnir toute une série d'arcatures et de niches. 3 se situent sur la partie occidentale, donc face à la façade,
3 se situent sur la partie nord du contrefort et les 3 dernières se situent entre les 2 fenêtres des chapelles Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l'Évangéliste. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et sur le retour les 3 autres, ce qui fait 9 statues. Si on les considère par strate horizontale, vous avez au niveau supérieur la Vierge Marie face à l'ouest, la figure de Saint Jean-Baptiste ici, la figure de Saint Firmin le Martyr ici. Donc 3 personnages saints, on peut les qualifier de l'étage céleste si vous voulez. Vous avez juste en dessous 3 figures de la famille royale. À l'ouest, on ne le voit pas mais on le verra tout à l'heure, la figure du roi Charles V le Sage. Ici sur la partie face au nord, la figure de son fils aîné, le dauphin Charles, le futur Charles VI, celui-là même qui reviendra quelques années plus tard épouser dans la cathédrale d'Amiens Isabeau de Bavière, le 17 juillet 1385. Et puis pour finir, la dernière sculpture que je vous montre ici, qui est celle de son frère cadet, Louis d'Orléans, dont nous reparlerons également. Et puis, au dernier niveau, au niveau le plus bas, celui des principaux ministres du roi, les serviteurs de l'État, à savoir le commanditaire de l'œuvre, l'évêque d'Amiens, Jean de Lagrange, qui est tué face à l'ouest. Ici, face au nord, le premier chambellan du roi, bureau de la Rivière, et entre les 2 fenêtres, le grand amiral de France, Jean de Vienne, bureau de la Rivière qui mourra en 1400, Jean de Vienne qui est né en 1341 et qui est mort en 1396, à la bataille de Nicopolis. Ces personnages sont parfaitement identifiés grâce aux blasons qui sont situés à côté de leur figure. Nous verrons que le roi Charles V porte l'écu de France ancien, d'azur au semis de lys, que le dauphin Charles porte l'écu écartelé de France et de Dauphiné. Je vous rappelle au passage que le premier dauphin de France, le dauphin du pied noir, c'est justement Charles V. C'est le titre qui est donné au fils aîné de roi de France depuis ce personnage. Et Louis d'Orléans porte l'écu de France brisé d'un lambel, le blason d'Orléans. Et d'ailleurs, ce blason qui est situé à côté de Louis d'Orléans nous donne une date assez précise avant laquelle on ne peut pas concevoir la réalisation de ce blason et de cette sculpture, puisque Louis, qui s'appelait Louis de Touraine jusque 1375, devient Louis d'Orléans cette année précisément, à la mort de son grand-oncle, le dernier duc d'Orléans. Et donc, vous voyez que ça nous permet d'apporter une datation relative très précieuse à la réalisation du programme que nous avons ici. Quant à Jean de Lagrange, il porte l'écu de gueule à 3 merlettes d'argent posées en barre au franc canton d'Hermine. Il porte le chapeau de cardinal, ce qui apporte un autre indice de datation du monument, puisqu'il a été nommé cardinal au titre de Saint-Marcel par le pape Grégoire XI, je vous l'ai dit, le 20 décembre 1375. Bureau de la Rivière porte une seule bande unie et Jean de Vienne porte un blason de gueule à l'aigle d'argent. Nous les verrons au cours de la projection. Ainsi sont représentés depuis le haut vers le bas, en 3 niveaux hiérarchiques, les saints particulièrement vénérés à Amiens, la Vierge et l'Enfant, patronne, je vous le rappelle, de la cathédrale, Saint Jean-Baptiste, dont l'insigne relique de la face est conservé dans la cathédrale depuis 1206, Saint Firmin, premier évêque de la cité et patron secondaire de la cathédrale, en tout cas auparavant, et nous avons en dessous le roi et ses fils, ainsi que les serviteurs de l'État. Je vous montre ici, au passage, les remplages des 2 fenêtres des chapelles Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l'Évangéliste, qui sont, au point de vue de l'histoire de l'architecture gothique en France, des jalons assez essentiels dans l'apparition d'une
nouvelle forme architecturale qu'on appelle aujourd'hui le gothique flamboyant, et dont on peut dire, sans exagération je pense, que ce sont les premiers indices de ces formes flamboyantes que l'on voit dans le royaume de France et qui datent des années 1375-1380 et dont vous voyez ici, en particulier sur le remplage de cette chapelle, eh bien, cette forme de grand chœur qu'on appelle un soufflet, composé de mouchettes, ces éléments courbes avec courbes et contre-courbes, typiques de ce gothique flamboyant, et dont on peut considérer qu'on a ici les premières formes encore conservées aujourd'hui dans notre pays. Et répondant à ces nouvelles formes de fenêtres, eh bien, des formes de voûtes de plus en plus complexes, que je vous montre ici avec leur belle polychromie d'origine, toujours en place aujourd'hui, avec ces jeux de couleurs ocre, blanc, rouge, bleu, pour souligner la structure même des voûtes et pour souligner le fond du voûtin. Voilà de très beaux exemples de polychromie monumentale toujours en place aujourd'hui, après presque 700 ans d'existence. Voyez ces voûtes aliernes et tiercerons des deux chapelles que je viens de vous montrer. Voilà sur le relevé réalisé par Wiganowski au milieu du XIXe siècle, antérieur aux restaurations de Viollet-le-Duc, l'importance que revêt le bouclier. On le voit mieux sur un relevé que sur une photographie pratiquement. Vous voyez toute cette masse située à gauche du relevé qui correspond exactement bien, au contrefort, avec les chapelles qui commencent juste derrière ce mur présent sur la façade occidentale. Vous le voyez ici sur une photographie actuelle, avec quelques modifications évidemment dont je ne parlerai pas, qui ont pu avoir lieu au XIXe siècle. Revenons maintenant à la personnalité de ce riche commanditaire, Jean de Lagrange, que j'ai nommé un mécène éclairé. Voilà une photographie prise à la fin du XIXe de la statue originale, que vous ne verrez plus sur place aujourd'hui, puisqu'elle a été déposée, formale d'ailleurs, au début des années 2000, et qu'elle est maintenant heureusement conservée dans les collections du musée de Picardie. Jean de Lagrange est assurément le commanditaire de l'œuvre dans sa globalité. C'est un moine bénédictin, docteur en décret, qui a été, entre autres, abbé de la Sainte Trinité de Fécamp, qui est une très puissante abbaye normande, et il fut remarqué pour ses qualités d'administrateur temporel et appelé par le roi Charles V à siéger au Parlement de Paris. En 1370, sur la recommandation de Guillaume de Dormans, chancelier de France, il fut nommé président de la Cour des Aides, c'est-à-dire une cour de juridiction spécialisée en matière de contentieux fiscal. Vous voyez qu'on est bien loin des affaires religieuses. Et dès lors, le roi lui confia une grande part des affaires financières du royaume. Charles V lui confie également la surveillance de l'éducation de ses fils, le dauphin Charles et Louis d'Orléans. Le roi le charge aussi de veiller à l'exécution de l'ordonnance sur la majorité des rois de France, dont nous reparlerons dans un instant. Incontestablement, Jean de Lagrange jouissait de toute la confiance de son souverain, et rappelons qu'il a eu un rôle dans l'histoire de l'Église qui n'est pas non plus anodin, puisqu'il fut, avec d'autres évidemment, un des responsables du grand schisme d'Occident, en soutenant en 1378, lors du conclave de Fondy, l'élection du pape Clément VII, et que lui-même manqua de peu l'élection au souverain pontificat après la mort de Clément VII en 1394. À la mort de Charles V, en 1380, il tombe dans une disgrâce certaine dès le début du règne de Charles VI, et il se fixe alors à Avignon, où il meurt le 24 avril 1402. Voilà la statue dans les collections du musée, dans sa place ancienne. Elle a été déplacée, la photo a déjà une dizaine d'années, elle a été déplacée en un autre lieu de la galerie médiévale pour la réouverture du musée.
Je voudrais maintenant qu'on voit les précédents au beau pilier d'Amiens, et je commencerai par un escalier qui n'existe plus, mais dont vous voyez à gauche la reconstitution hypothétique par Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française, et qui vous présente, vu en coupe, cet immense escalier du Palais du Louvre, qu'on appelle la Grande Vis du Louvre. J'ai mis juste à côté, à peu près contemporaine, une autre vis qui existe encore aujourd'hui, celle du château de Saumur, donc à Saumur, sur les bords de Loire, construite par le frère du roi Charles V, Louis d'Anjou. Donc il y a quelques similitudes, évidemment, avec une importance bien supérieure pour la vis du Louvre, mais enfin, c'était intéressant, je crois, de vous montrer une image de ce que pouvait être dans l'esprit ce grand escalier du Louvre. Alors, cet escalier du Louvre a été démoli, si mes souvenirs sont bons, sous le règne de Louis XIII, donc au XVIIe siècle, et il nous est connu de manière imparfaite, évidemment, par une description plus tardive de Henri Sauval, qui a eu la chance de voir dans les archives de la Chambre des comptes, eh bien, la Chambre des comptes dont les archives ont disparu malheureusement dans l'incendie durant la Commune de Paris au XIXe siècle, il a eu la chance de voir dans ce livre de comptes les noms des architectes et des sculpteurs qui ont travaillé à la Grande Vis du Louvre. Et à partir de cela, il a pu reconstituer l'iconographie qui a été évidemment affinée par les historiens de l'art depuis, mais lui a vu au moins les noms des artistes qui ont travaillé à Paris. Hélas, nous ne pouvons plus voir les œuvres. Nous, à Amiens, nous pouvons voir les œuvres, mais nous n'avons pas les noms des artistes. Alors, il est toujours tentant de faire des extrapolations. Je ne me lancerai pas dans l'exercice, mais en tout cas, nous verrons que probablement à Amiens, nous avons également de très grands noms de la sculpture du milieu du XIVe siècle. La Grande Vis du Louvre présentait 9 statues en pied, comme à Amiens, réparties suivant une mise en scène parfaitement établie. En bas de l'escalier prenaient place dans les ouvertures 2 statues de sergents d'armes qui flanquaient l'entrée, et à des niveaux intermédiaires, au niveau supérieur, prenaient place les effigies de 4 ducs: le duc Philippe d'Orléans, l'oncle du roi, mort en 1375, Louis d'Anjou, son frère cadet, Jean de Berry, le duc de Berry, prenait place à côté de Louis d'Anjou, et le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, prenait place également sculpté à la rambarde de l'escalier au premier étage. À l'étage supérieur étaient les statues du roi Charles V et de son épouse, la reine Jeanne de Bourbon, qui occupaient les places les plus élevées. Et puis 2 statues représentant la Vierge et Saint Jean-Baptiste, pour lesquelles Charles V et Jeanne de Bourbon avaient une dévotion particulière, eh bien, couronnaient le pignon de la Grande Vis du Louvre. Après la naissance du dauphin Charles et du frère cadet Louis, eh bien, leurs statues à ces 2 enfants ont été ajoutées à côté de celles de leurs parents. L'emplacement des statues était donc au Louvre parfaitement déterminé, et ce programme iconographique montrait l'ordre de succession au trône de France et insistait particulièrement, avant la naissance des 2 enfants du roi, eh bien, sur les 3 frères du roi, Louis d'Anjou, Jean de Berry et Philippe le Hardi, Louis d'Anjou ayant été, pendant un certain nombre d'années, l'héritier du trône avant la naissance du dauphin Charles. Cet escalier, il faut le rappeler, permettait de faire la jonction, le lien entre les appartements royaux et les pièces publiques du palais. Charles V l'empruntait tous les jours pour se rendre à la messe célébrée dans la grande chapelle, et cet escalier jouait également un rôle très important dans la réception des hôtes de marque, les seigneurs vassaux du roi, les ambassadeurs étrangers l'empruntaient
pour approcher la personne du roi. Je voudrais maintenant, après cet escalier, que nous évoquions un texte essentiel qui, à mon sens, a été illustré dans le Bouclier d'Amiens, qui est l'ordonnance sur la majorité des rois de France, qui a été prise donc au château de Vincennes en 1374 et qu'on appelle parfois l'édit du bois de Vincennes. Incontestablement, la grande vis du Louvre a inspiré Jean de Lagrange pour son programme amiénois. En 1375, toutefois, l'ordre de succession au trône n'était plus le même qu'au moment de la construction de la vis du Louvre. La naissance de Charles, le 3 décembre 1368, et de Louis, le 13 mars 1372, donnait à Charles V deux successeurs potentiels. Par l'édit du bois de Vincennes, daté d'août 1374, dont vous voyez ici l'original conservé aux archives nationales, Charles V fixait la majorité des rois de France à l'entrée dans leur 14e année, c'est-à-dire 13 ans et un jour. Ça peut paraître bien jeune, mais je vous rappelle cette formule tirée de l'Art d'aimer d'Ovide: au César vient la vertu avant l'heure. Et donc, jusque la fin de l'Ancien Régime, c'est bien à 13 ans révolus que le roi devient majeur. L'ordre de succession à la couronne était dans cet édit parfaitement indiqué. Le fils aîné du roi, puis son fils, et, à défaut, les frères, selon l'ordre dû à leur naissance. Les femmes étaient totalement exclues. Elles ne faisaient pas même, comme on le disait à l'époque, le pont et la planche entre leur père et leur fils. Au cas où le fils aîné viendrait à mourir avant son père, la succession revenait au petit-fils. On favorisait ainsi la ligne directe. Les cas de Louis XV et de Louis XVI, beaucoup plus tardifs, évidemment, en sont des exemples flagrants. Cet édit était, en pleine guerre de 100 ans, une réponse aux prétentions du roi de Navarre, Charles le Mauvais, Charles de Navarre, et du roi d'Angleterre, Édouard III Plantagenet. Ajoutons qu'à cette époque, au XIVe siècle, la garantie qui consistait à faire sacrer l'héritier du vivant de son père ne se pratiquait plus depuis Philippe Auguste, que Louis VIII avait été le premier capétien à succéder à son père en 1223, sans avoir été associé à son trône du vivant de celui-ci. Alors, pour bien comprendre cette ordonnance du bois de Vincennes, il faut revenir à ce qu'a été le changement dynastique, si on peut parler de changement dynastique, en 1328, et revenir à un peu de généalogie des derniers capétiens directs et des premiers Valois. Rappelons donc ce qu'a été la querelle dynastique au XIVe siècle, une des causes de la guerre de 100 ans. Alors, Charles IV le Bel, dont on aurait dû nous entretenir aujourd'hui, qui est représenté ici, Charles IV le Bel, roi de 1322 à 1328, et qui est le dernier fils de Philippe IV le Bel, eh bien, meurt sans enfant mâle en 1328. Il était le dernier capétien direct. Quelques années, dès lors, en 1328, les grands barons du royaume élisent comme roi le cousin germain de ce Charles IV le Bel, Philippe de Valois, qui prend le nom de Philippe VI de Valois. Il devient roi de France en 1328 et sacré, et restera jusqu'à sa mort en 1350. On choisit en fait un homme dans la force de l'âge, et l'ordre dynastique ne le désignait certainement pas à la première place pour succéder à son défunt cousin. Mais il y avait déjà eu, quelques années auparavant, en 1316, un précédent. À la mort de Louis X le Hutin, qui est donc ici même le fils aîné de Philippe le Bel, eh bien, à sa mort, la reine de France est enceinte
d'un enfant qui va naître quelques mois après la mort de son père, Jean Ier, roi de France quelques jours, il meurt à 3 ou 4 jours en 1316, et c'est son oncle, Philippe V le Long, qui est chargé d'assurer la régence, le temps que le petit Jean vienne au monde. Et puis, à la mort de celui-ci, eh bien, le pouvoir aurait pu revenir à sa sœur, Jeanne de France, reine de Navarre, sauf que la pauvre Jeanne de France avait 2 défauts, si on peut dire, c'est qu'elle était bien jeune et qu'elle était une femme, si bien qu'elle a été évincée immédiatement par Philippe V, qui devient roi véritablement en 1316, mais le fils de Jeanne de France, reine de Navarre, Charles de Navarre, qu'on appellera souvent Charles le Mauvais, se souviendra du fait que sa mère ait été évincée du trône à la mort donc, de son oncle Jean Ier. Donc voilà pour l'épisode de 1316. Philippe V le Long est donc proclamé roi à cette date. Charles le Mauvais, Charles de Navarre, dont je vous ai parlé ici, sera pendant bien des années, au début du règne de Charles V, un dangereux compétiteur des Valois, n'hésitant pas d'ailleurs à combattre Jean le Bon et Charles V à plusieurs reprises. Et ce n'est qu'en 1365, après sa défaite à Cocherel, que Charles de Navarre signa avec Charles V le traité de Saint-Denis, où il renonçait à ses prétentions au trône de France. Un autre prétendant important, le Plantagenet, qui se trouvait également roi d'Angleterre, Édouard III, qui était par sa mère Isabelle de France, fille de Philippe le Bel, eh bien, le petit-fils du roi de France, Philippe IV le Bel, et qui lui aussi saura, dans les années qui suivent, eh bien, rappeler ses droits à la couronne de France. L'édit du Bois de Vincennes insistait également sur l'hommage et le serment de fidélité prêté au jeune roi par les prélats, les pairs, les princes et les autres personnes de toute dignité, même royale. Le roi ainsi désigné est évidemment le roi de Navarre. Cet édit exalté le sacro-saint principe de la souveraineté royale, conception moderne de l'État, défendue par Charles V et ses légistes. C'est précisément le contenu politique de l'édit du Bois de Vincennes qui semble illustré sur le beau pilier d'Amiens. Le roi et ses fils sont placés sous la protection de la Vierge et de l'Enfant, de Saint Jean-Baptiste et de Saint Firmin. L'origine du pouvoir est ainsi soulignée. Charles V, revêtu du grand manteau royal, portant la couronne sur la tête, semble désigner de son sceptre le dauphin Charles comme son successeur. Le dauphin, d'ailleurs, arbore déjà sur sa poitrine un lys emblématique. Vous le voyez ici, dans la vue globale, avec le blason juste à côté de lui. À défaut, c'est son fils cadet qui, si son frère aîné venait à mourir, prendrait la succession du trône de France, et vous le voyez ici, avec le blason d'Orléans. Le roi Charles V paraît sur le beau pilier s'enorgueillir de présenter à ses sujets une lignée suffisante. Jean de Lagrange fit représenter sous le roi et ses fils les serviteurs de l'État, garants de la continuité et de la tradition monarchique. Lui-même, Jean de Lagrange, est représenté sous le roi, coiffé du chapeau de cardinal, et la présence de ses conseillers, Bureau de la Rivière et Jean de Vienne, semble exalter les formes du bon gouvernement. Le roi est entouré donc des membres de son conseil. Ce thème était déjà développé au même moment par Nicole Rem dans sa traduction de La politique d'Aristote. Jean de Lagrange, sur le beau pilier d'Amiens, omettait les fleurs du roi qui sont remplacés ici par les enfants. Bureau de la Rivière, que vous voyez ici représenté, est premier chambellan du roi depuis 1367. C'est aussi l'ami intime de Charles V.
issu de la petite aristocratie chevaleresque, à l'instar de nombre de conseillers du roi, il fit de solides études universitaires. Il fut spécialement chargé par le roi du protocole et de l'administration des finances. C'est lui, entre autres, qui fut chargé de préparer le voyage à Paris de l'empereur Charles IV de Luxembourg, l'oncle maternel du roi Charles V, en 1378, et donc je vous montre ici l'illustration tirée des grandes chroniques de France, où vous voyez au centre le roi Charles V représenté, et ici l'empereur avec la couronne impériale. C'était le frère de sa mère, Bonne de Luxembourg, qui fit un grand voyage en France, donc en 1378. Sur le bouclier, Bureau de la Rivière est représenté, coiffé du chaperon des gens de cour, un signe de sa charge. Charles V lui confia, dans les ordonnances prises en 1374, eh bien, il lui confie la garde des trésors de la couronne et un droit de décision sur tout ce qui concernait ses enfants. Bureau de la Rivière avait la charge de présenter, au début du nouveau règne qui s'annonçait, la tradition monarchique. Charles V a toujours pressenti sa mort et a fait en sorte que sa succession se passe du mieux possible. Dans son testament, le roi Charles demandait d'ailleurs que Bureau de la Rivière fut enterré auprès de lui dans l'abbatiale de Saint-Denis, comme le connaît Bertrand du Guesclin. C'est vous dire l'importance que le roi accordait à ces deux grands serviteurs de l'État qu'ont été du Guesclin et Bureau de la Rivière. Après la mort du roi, qui d'ailleurs mourut près de Bureau de la Rivière, celui-ci connut malheureusement une certaine disgrâce temporaire au début du règne de Charles VI, lors de la régence des oncles du roi. Le grand amiral Jean de Vienne, que je vous montre ici, qui est né à Dole, dans la comté de Bourgogne, la Franche-Comté, en 1341, et qui est mort sur le champ de bataille de Nicopolis le 25 septembre 1396, est issu de la grande famille de Vienne. Il entama jeune une carrière militaire. Il participa notamment à la lutte contre les grandes compagnies, à la bataille de Cocherel contre les Anglo-Navarrais. Je vois ce qui se passe avec la photo, un petit problème, aux côtés de du Guesclin, et à la reconquête du royaume, aux côtés de Louis d'Anjou, frère du roi. Bref, un grand militaire. Charles V le nomme grand amiral de France en 1373. Il réorganise la marine, met en place un important programme de construction navale, crée les gardes-côtes. Il fut le premier à comprendre que les opérations navales pouvaient porter atteinte à l'Angleterre, et il conduisit plusieurs expéditions contre les côtes sud anglaises, à Plymouth, à l'île de Wight en particulier. La sculpture comme mise en scène du pouvoir. Voyons maintenant ce qui a pu être réalisé dans ces mises en scène du pouvoir dans l'art de la sculpture au XIVe siècle. Depuis le début du XIVe siècle, la sculpture sert de plus en plus, à travers d'ambitieux ensembles, à la mise en scène d'une idéologie du pouvoir. J'ai quelques photos qui ont sauté dans le PowerPoint, j'en suis désolé, j'en ai une qui me manque ici. C'est une photographie qui vous aurait montré les grands degrés du palais de la Cité à Paris. Ce grand escalier qui donnait accès à la grande galerie du palais, le palais de justice actuel de Paris, à l'emplacement de la cour d'honneur du palais de justice de l'époque de Louis XVI, près de la Sainte-Chapelle, que nous voyons toujours aujourd'hui. Eh bien, le roi Philippe le Bel avait fait construire à la toute fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle un grand escalier qu'on appelle les grands degrés. Et en haut de cet escalier, une porte monumentale, où étaient situées trois statues profanes. Au pilier central était représenté le roi de France, Philippe le Bel, tenant un écu timbré des armes royales. À dextre était la statue de son fils aîné, Louis le Hutin, roi de Navarre, le futur Louis X. Et puis, de l'autre côté, à Senès, était la figure d'Enguerrand de Marigny, très probablement. Enguerrand de Marigny, le tout-puissant premier chambellan du roi et l'ordonnateur des palais, des travaux du palais de la Cité.
lequel fut, après la mort de Philippe le Bel, je vous le rappelle, pendu en 1315 et sa statue rapidement supprimée sur les grands degrés. Si bien que sur la peinture que j'aurais souhaité vous montrer, qui a disparu curieusement de mon PowerPoint, eh bien, qui est le retable du Parlement de Paris, que vous pouvez aller voir facilement au musée du Louvre, eh bien, nous voyons une niche vide sur la porte des grands degrés, qui est très probablement la niche prévue pour recevoir la statue d'Enguerrand de Marigny. Et puis au-dessus étaient des statues plus petites, probablement des saints qui décoraient le sommet des contreforts. Nous trouvons donc ici en germe le programme de la grande visite du Louvre et celui du beau pilier d'Amiens, à savoir la figure du roi, de son successeur et de son principal conseiller, à un emplacement, l'escalier, emprunté par les grands seigneurs du royaume, les souverains en visite et les ambassadeurs. Pourquoi un tel programme politique à Amiens à la fin du XIVe siècle? On est bien loin de Paris, c'est évident, mais il y a un contexte peut-être particulier pour notre ville d'Amiens. La présence d'un tel manifeste sculpté sur la façade de notre cathédrale n'est probablement pas le fruit du hasard. Amiens fut à plusieurs reprises le lieu de grandes rencontres diplomatiques et de rencontres au sommet entre les rois de France et les rois d'Angleterre. Saint-Louis y rendit en 1264, dans une cathédrale même pas terminée, eh bien, un arbitrage politique entre son beau-frère, le roi d'Angleterre, voilà, j'oublie son nom, Henri III Plantagenet, et ses barons révoltés qu'on appelle la mise d'Amiens, le dit d'Amiens. Voilà, un traité politique qui touchait à l'histoire, enfin la politique anglaise, qui est signé dans la cathédrale. Quelques années plus tard, en 1279, Philippe III le Hardi, le fils de Saint-Louis, et Édouard Ier Plantagenet assistent dans la cathédrale à la translation dans de nouvelles chasses des reliques de Saint-Ulphe et de Saint-Firmin le Confesseur. Quelque chose, à proprement parler, religieux. Mais on profite de la venue du roi d'Angleterre et du roi de France pour signer, dans les jours qui suivent probablement, à Amiens, un nouveau traité qui renouvelait le traité de Paris de 1258, qui clarifiait la situation du Plantagenet pour les terres qu'il possédait dans le royaume de France. Ensuite, et c'est l'illustration que je vous montre ici, qui est toujours tirée des grandes chroniques de France, le 6 juin 1329, dans la cathédrale d'Amiens, Édouard III Plantagenet, que vous voyez ici, le genou en terre, vêtu d'une robe héraldique avec ses léopards d'or sur fond de gueule, rendait hommage à Philippe VI de Valois, portant lui la robe d'azur au lys d'or, et bien pour le duché de Guyenne et le comté de Ponthieu. Voilà, l'hommage du duc de Guyenne et du comte de Ponthieu au roi de France a lieu dans la cathédrale d'Amiens, à ceci près que le duc de Guyenne et le comte de Ponthieu est également roi d'Angleterre. Voilà pourquoi il porte ici la couronne. La cathédrale servait donc, nous le voyons, de cadre à des assemblées politiques de la première importance où se côtoyaient les principaux souverains de la chrétienté occidentale. Les personnes ne pouvaient manquer de voir et de comprendre le message politique délivré par le beau pilier. Il affirmait en pleine querelle dynastique que le roi valois était le seul souverain légitime à régner sur la France et qu'il était pleinement souverain sur toutes les terres de son royaume, qu'il ne tenait de personne. Le message à destination du Plantagenet, roi d'Angleterre, était clair. D'autres raisons, plus internes à la Picardie, ont peut-être conforté Jean de Lagrange dans ce choix iconographique. Imposer la légitimité du Valois, comme roi de France, à l'encontre des prétentions de Charles de Navarre Évreux. Le cardinal d'Amiens connaissait bien ce redoutable adversaire, Charles de Navarre. Son abbaye de Fécamp était située près des terres du roi de Navarre. Et en 1364, l'abbé Jean de Lagrange avait refusé de remettre au roi de Navarre les forteresses de son abbaye pour faire la guerre au roi de France. Et il fut pour cela emprisonné par le roi de Navarre, mais réussit à s'échapper.
Une fraction importante de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie picarde était fidèle au roi de Navarre, plus qu'aux Valois. Et il reçut en particulier un accueil triomphal à Amiens en novembre 1357, après son évasion du château d'Arleux en Artois, où il était détenu sur l'ordre du roi Jean le Bon. Cette évasion avait été préparée par Jean de Piquigny. Le dauphin Charles, le futur Charles V, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui était à l'époque régent du royaume, pendant la captivité de son père à Londres suite à la bataille de Poitiers, eh bien, fut lui reçu d'une manière on ne peut plus glaciale par l'élite amiénoise. En avril 1358, le maire et les principaux dirigeants de la ville d'Amiens avaient refusé de se rendre à Corbie, où le jeune prince, le régent, les avait mandés. Et le 16 septembre 1358, quelques mois plus tard, la ville d'Amiens avait failli ouvrir ses portes aux Navarrais. La position du dauphin Charles était donc très fragile dans la ville d'Amiens. Les partisans du dauphin avaient, lors du coup de main navarrais de 1358, réussi à contenir les forces navarraises à l'extérieur des anciennes murailles du XIIIe siècle. Une répression extrêmement féroce s'était abattue sur la municipalité d'Amiens. 17 décapitations, dont celle du maire, du capitaine de la ville et de l'abbé du Gard, et de nombreux bannissements avaient frappé le parti navarrais. Néanmoins, celui-ci conservait dans la ville et dans l'aristocratie picarde de nombreuses fidélités. En faisant réaliser le beau pilier, Jean de Lagrange soulignait son indéfectible loyauté au roi valois et à sa lignée, dans une ville encore traversée après 17 années par les soubresauts de la révolution parisienne d'Étienne Marcel de 1358. Voyons maintenant le beau pilier dans l'orbite des grands chantiers royaux. Les 9 statues qui ornent le beau pilier d'Amiens jouissent d'une grande célébrité. Leur style rappelle les sculptures disparues de la Bastille, de l'église des Célestins, à proximité de l'hôtel Saint-Paul à Paris, nécropole pour les Valois, de l'église des Grands Augustins de Paris, des sculptures de Charles V et de Jeanne de Bourbon à l'entrée du Louvre, qui sont actuellement conservées au musée du Louvre. Aucune figure royale, nous le voyons, ne fut plus présente que celle de Charles V sur les murs de Paris. Alors je vous montre ici quelques vues anciennes de ces monuments qui ont, pour la plupart, tous disparu. Ici, tiré des Antiquités nationales du Milien, un recueil qu'on conserve à la Société des antiquaires, une gravure qui vous montre la Bastille Saint-Antoine, la Bastille comme on l'appelle traditionnellement, avec ici la grande porte, enfin des portes bouchées à l'époque, et ici toute une série de sculptures dont je vais vous montrer les détails ici même, qui représentaient sur la façade de la Bastille les figures du roi, de la reine, donc Charles V à gauche, la reine Jeanne de Bourbon qui porte le numéro 3 ici, et puis sur des consoles autour de Saint-Antoine, je vous rappelle que c'est la Bastille Saint-Antoine, Saint-Antoine égyptien, que vous voyez représenté ici au centre, sur la droite de la photographie, eh bien, le fils aîné, le dauphin Charles, le futur Charles VI, d'ailleurs vous voyez que la console est ornée d'un dauphin, et son frère cadet, donc Louis de Touraine, donc un programme qui ressemble beaucoup à celui réalisé à Amiens. Je vous montre ici, à gauche, c'est une erreur que j'ai faite en faisant la notice trop rapidement hier après-midi. Ici, c'est la statue de Charles V qui figurait à l'église des Grands Augustins à Paris et qui est un des grands donateurs pour la réalisation de cette église conventuelle et qui porte d'ailleurs une petite église dans les mains. Et ici, le portail bien connu de l'église des Célestins. La monarchie des Valois a développé cet ordre des Célestins de manière extrêmement forte au XIVe siècle, et le couvent parisien et d'autres couvents en France, ordre qui a été supprimé à la fin du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française. Et ici, au Célestin de Paris, eh bien, l'église comportait un portail fort simple, où vous aviez essentiellement 3 sculptures. Sur le pilier central,
le pape Saint-Pierre Célestin, Célestin V, le fameux pape qui a démissionné, le précédent pape Benoît XVI, si vous voulez, l'unique pape qui démissionna avant l'ancien pape émérite, et puis de chaque côté de cette figure de Saint Célestin, eh bien, la figure de Charles V, qui porte la couronne et qui porte également l'église qu'il contribua à financer, et son épouse, la reine Jeanne de Bourbon. On pourrait ici continuer en vous montrant les deux sculptures du roi et de la reine, même si elles ont été assez restaurées au XIXe siècle, les sceptres, les éléments portés dans les mains, les couronnes, au moins les fleurins, et qui sont les deux sculptures qui ornaient une des portes du palais du Louvre, et qui sont aujourd'hui donc dans les collections du musée du Louvre. Et puis, autre iconographie, mais tout à fait différente, on quitte le monde de la sculpture ici, ce parement de Carême, le parement de Narbonne, qui est également conservé au Louvre, un très beau parement d'autel où figure dessinée, peint à l'encre de Chine sur un parement de soie blanche, les figures parfaitement reconnaissables du roi Charles V et de son épouse Jeanne de Bourbon. J'arrête ici toutes les comparaisons que nous aurions pu avoir sur les éléments que je viens de vous montrer. Alors, quelle heure est-il? D'abord, je suis dans les temps. On reconnaît donc dans les statues du Bocchillier d'Amiens de véritables portraits d'expression, à l'expression nuancée et un arrangement des draperies suivant les mouvements du corps. Je voudrais maintenant donc qu'on s'intéresse surtout à l'analyse stylistique de toutes ces œuvres. Je reviendrai sur cette photographie juste après. Toutes ces œuvres, nous le voyons, prennent place à Amiens sur des consoles qui sont ornées d'anges et de prophètes. Voici quelques photographies de ces consoles prises de près lors des travaux de restauration en 2001 ou 2002, je ne sais plus très bien. C'est des photos que j'avais prises à l'époque sous forme de diapositifs et que j'ai transformées en photos numériques, donc la qualité est toujours assez médiocre lorsqu'on transfère des diapositives sur des photos numériques, mais enfin, il n'y a plus d'échafaudage pour grimper aujourd'hui, donc il faut faire avec les formes de l'époque. Vous voyez ici des consoles qui représentent en haut à droite, oui, c'est ça, un prophète avec un phylactère, et puis en bas, deux anges musiciens. Les anges musiciens supportent les saints personnages au dernier niveau, et les prophètes supportent les membres de la famille royale, le roi et ses fils. Et je vous montre un dé extrêmement ciselé, un très beau travail de sculpture flamboyante, tels qu'on peut encore les voir, sont les deux originaux et les consoles originales que nous voyons toujours ici. D'ailleurs, ces consoles rappellent énormément celles que vous pouvez voir à la porte du village au château de Vincennes, qui est une construction, je vous le rappelle aussi, de Charles V, qui est contemporaine à peu de choses près du Bocchillier d'Amiens. Donc il y a des similitudes de style et d'iconographie entre Vincennes et Amiens. De là à dire que les mêmes équipes ont travaillé à Vincennes et à Amiens, il n'y a pas qu'on ne peut pas franchir faute de preuves archivistiques, mais enfin, il y a des similitudes qui sont évidentes. La statue de la Vierge et de l'Enfant, dont vous voyez ici un dessin par Louis Dutoit vers 1840, a été refaite pour la statue actuelle par les frères Dutoit au début des années 1860 probablement. De la statue originale, que vous voyez ici en dessin, il ne reste aucune trace aujourd'hui, elle a disparu. La figure de Saint Jean-Baptiste, que je vous montre ici, laisse transparaître la main d'un grand maître de la sculpture. La barbe et la chevelure forment de longues mèches fouillées, accentuant les ombres. Il est vêtu de la mélotte, cette tunique en poil de chameau, sur laquelle est drapé un long et ample manteau au grand pli tuyauté. C'est vraiment le chef-d'œuvre, je crois, de l'ensemble des sculptures qui figurent sur ce bouclier. Il tient sur son bras gauche
l'Agnus Dei, vous connaissez la parole, hein, Ecce Agnus Dei, voici l'agneau de Dieu, nous dit Saint Jean, désignant le Christ. Saint Firmin le martyr, je ne sais pas ce qui s'est passé non plus, Saint Firmin le martyr est représenté ici en céphalophore, revêtu des pontificalia, excepté la crosse, pas simple à porter lorsqu'on porte déjà sa tête entre ses mains. Donc vous le voyez ici, saint patron du diocèse d'Amiens, figurant entre les deux fenêtres des chapelles. Je vous laisse apprécier la qualité de la sculpture ornementale qui accompagne les gables, les archivoltes qui surmontent les deux baies latérales et la qualité du dé qui est situé au-dessus de la figure de Saint Firmin. La statue du roi Charles V, que je vous remontre ici et que vous voyez à gauche sur un dessin des frères du Thouars, tiré des mémoires des antiquaires de Picardie, une publication de la fin de l'année 1840, nous montre déjà que cette statue au XIXe siècle était fort abîmée. Le dé avait partiellement fondu, la couronne était en grande partie érodée, ainsi que le visage. On voit que les pommettes sont absentes sur le dessin débutoir et que les deux mains sont brisées et que d'une main, on suppose que le roi portait le grand sceptre royal. Vous voyez également l'écu de France qui, lui, n'avait pas été brisé durant la Révolution française. À droite, la statue dans sa forme actuelle avec une couronne partiellement refaite au XIXe siècle et le visage lui-même partiellement refait au XIXe siècle. Vous voyez au passage la statue du cardinal de Lagrange. Le dauphin Charles est représenté ici comme un jeune enfant. En 1375, il était dans sa 7e année. Alors, 75, 76, peut-être qu'il n'a pas été fait en 2 mois, vous en doutez bien. Donc c'est un enfant de 7-8 ans qui est représenté ici même, avec la fleur de lys emblématique entre ses mains. Une partie de la fleur de lys, d'ailleurs, a été refaite lors de la dernière restauration à partir de témoignages iconographiques plus anciens. La statue de son frère, représentée un peu plus jeune, ici c'est donc toujours le dauphin qui est représenté. Ici, une autre image qui nous représente Charles VI tout jeune, peut-être avec la reine Isabeau de Bavière. Très beau dessin fait à la mine de plomb sur des plaques de buis passées à la craie et qui sont conservées aujourd'hui à New York. Je crois que c'est à la Pierpont Morgan Library que sont conservés ces magnifiques dessins qui représentent peut-être le roi et la reine, donc Charles VI et Isabeau de Bavière, à l'époque du mariage à Amiens, très probablement. Voilà donc la figure au XIXe siècle du duc d'Orléans, Louis d'Orléans, qui est un enfant de 5 ans à peu près, lorsqu'il est représenté ici. Il porte une longue robe traînante au-dessus de laquelle est posé un ample manteau. Bureau de la Rivière, alors voilà la vue actuelle de Jean d'Orléans, une vue prise sur les chantiers lors des restaurations, lors de la restauration il y a une bonne vingtaine d'années. On voyait ça en cours de nettoyage et on voit les éléments qui ont malheureusement cédé à l'usure du temps, mais le blason est toujours là. Et voilà comment les choses sont mises en scène. Donc en haut à droite, le dauphin, son petit frère, le premier chambellan au bureau de la Rivière et le grand amiral qui semblent dialoguer d'ailleurs. On les voit tous deux. Bureau de la Rivière semblant jouer avec une paire de gants, vêtu d'une cotte tombant à la cheville, d'un long manteau attaché sur l'épaule droite, avec un capuchon qui laisse entrevoir son chaperon. Et Jean de Vienne, qui lui porte un manteau attaché sur le devant de sa poitrine par plusieurs boutons. Ceux du milieu sont restés ouverts, lui permettant de passer les deux mains. Et de la droite, il semble s'adresser à son voisin, qui, et lui, tient son chaperon. La position de ces deux dernières statues montre évidemment une scène de dialogue entre les deux hommes. Hélas, aucun nom d'architecte ni de sculpteur
n'est parvenu jusqu'à nous pour désigner le concepteur et le sculpteur de ce riche programme. Sauval nous a laissé les noms des créateurs de la grande vis du Louvre, je vous le disais tout à l'heure. Citons-les: l'architecte Raymond du Temple en fut le concepteur, et les sculpteurs du Louvre étaient Jean de Liège, Jean de Saint-Romain, Guy de Damartin, Jean de Launay et Jacques de Chartres. Malheureusement impossible de faire des comparaisons stylistiques avec ces statues disparues, mais gageons qu'à Amiens, de très grands noms de la sculpture ont également œuvré à la demande du cardinal d'Amiens, et qu'il est toujours content de donner aux artistes du chantier royal la conception et la réalisation du beau pilier d'Amiens. On peut penser que par sa position à la cour, dans l'entourage du roi et des princes des fleurs de lys, l'évêque d'Amiens a côtoyé les artistes des chantiers royaux de Paris et de Vincennes, et qu'il a pu en faire venir sur le chantier de sa cathédrale. Voilà, je vous montre quelques photographies pour terminer. La figure du grand amiral, ici à gauche, qui passe la main droite par l'ouverture de son manteau et qui joue de la main gauche avec une paire de gants, et son voisin, avant Restauration, Bureau de la Rivière, noir comme du charbon, hein, c'est l'État, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais de ces sculptures, il y a encore une bonne vingtaine d'années. Et je terminerai avec les tombeaux du cardinal de Lagrange, qui vont nous emmener d'Amiens à Avignon. Notre cardinal est mort dans l'Avignon du Grand Schisme le 24 avril 1402. Dans son testament, il avait désiré que sa dépouille fût partagée entre son ancienne cathédrale d'Amiens, pour laquelle il avait dû garder un attachement particulier, et l'église collégiale Saint-Martial d'Avignon. Ainsi, selon une pratique courante à l'époque, les chairs furent-elles inhumées à Avignon et les os à Amiens. Pratique théoriquement interdite par l'Église, mais voyez-vous, même les cardinaux la pratiquaient. Le tombeau amiénois fut ménagé dans la 4e travée du chœur. Vous voyez ici une illustration d'après un dessin du début du XVIIIe siècle. Ce tombeau était composé d'un soubassement en marbre noir, avec une arcature de marbre blanc que vous voyez ici bien représentée, et sur l'arcature, une dalle de marbre noir, une statue gisante de marbre blanc, et par-dessus un dé de marbre et de calcaire, dont quelques éléments subsistent aujourd'hui au musée de Picardie. Juste à côté était le tombeau de son neveu, vous voyez qu'il y avait de la place pour en mettre deux. Nous sommes ici donc dans une vision totalement disparue de l'environnement du sanctuaire de notre cathédrale. Mais le gisant a été heureusement conservé. Il est maintenant placé sous le monument funéraire du chanoine Guylain Lucas, sous l'ange pleureur. Vous pouvez aller le voir aisément. Très belle statue en marbre blanc, avec sa dalle de marbre noir, qui a été, nous le savons par son testament, réalisée par un atelier de sculpture parisien à la toute fin du XIVe siècle. On sait par son testament, rédigé quelques mois avant sa mort, qu'il donne des sommes d'argent pour achever la réalisation de ce tombeau qui est donc relativement bien documenté. Voilà un des fragments conservés au musée de Picardie. C'est peu de choses, mais c'est déjà ça, ce qui vous montre l'extrême richesse de ce tombeau amiénois. Du tombeau d'Avignon, qui était immense dans l'église collégiale Saint-Martial, il nous reste un dessin qui, curieusement, lui aussi a disparu de ma présentation, conservé à la Bibliothèque Vaticane, un tombeau immense, il faisait 15 mètres de hauteur. Pas modeste, hein, voyez-vous, 15 mètres, ça n'est quand même pas un petit morceau. Et dans ces 15 mètres relativement étroits, étaient ménagées plusieurs niches dans lesquelles figuraient toute une série de sculptures dont subsistent aujourd'hui les éléments que je vous montre ici et qui sont conservés dans les collections et présentés dans les collections du musée Calvé à Avignon, que vous pourrez toujours aller voir si vous passez dans le secteur. Ce monument funéraire était composé de la manière suivante. Vous aviez en partie basse le transit d'abord du cardinal. Voilà,
donc ce cadavre en décomposition qui est conservé et que je vous montre ici. Au-dessus du transit était représenté le gisant du cardinal, donc le personnage allongé dans une mort sereine et non pas un cadavre en décomposition, et il était entouré de figures d'apôtres sous un jeu d'arcatures. Puis au-dessus étaient compartimentées 5 scènes de la vie de la Vierge. Une annonciation en particulier, que vous voyez ici représentée sur la photographie que je vous montre, et ces 5 scènes de la vie de la Vierge étaient accompagnées de 5 figures de personnages en prière hiérarchiquement disposés. Vous aviez en bas le cardinal de Lagrange, au-dessus le duc Louis d'Orléans, au-dessus leur père, le roi Charles V, le roi Charles VI et finalement le pape Clément VII. Seul le pape n'était pas représenté sur le peuplier damien, et nous voyons que dans le monument qu'il fait réaliser à la fin de sa vie pour Avignon, eh bien, il reprend certains thèmes qu'il avait donc montrés sur le peuplier damien. En conclusion, je dirais que cet ensemble sculpté ne pourrait être qu'un bel exemple du mécénat d'un prince de l'Église à la fin du XIVe siècle. Il se révèle en réalité bien plus que cela, et je pense vous l'avoir démontré. Les règnes de Charles V et de Charles VI sont certainement l'une des périodes au Moyen-Âge où le souverain considère l'activité artistique comme un des éléments de la politique qu'il conduit. Le contrefort d'Amiens, le contrefort de Lagrange, affirme la continuité de la lignée des Valois à travers les figures des héritiers de la couronne. La cathédrale d'Amiens peut s'enorgueillir aujourd'hui de conserver sur sa façade, quasiment intacte, le dernier monument de ce type, encore visible en France. Je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'il a droit à 2 salles de Oui, j'ai 10 minutes pour répondre à des questions. Alors, seuls les premiers seront servis, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure en vous accueillant, donc vous levez vite les mains. Pourquoi cet attachement des Amiénois au roi de Navarre? Oh. Alors, la question que je n'ai pas retravaillée. Oh, désolé. Non, mais déjà, On va y arriver quand même. La proximité, alors Pascal pourrait y répondre beaucoup mieux que moi, je crois, la proximité géographique qui fait que le comté d'Évreux, parce que bon, on le dit roi de Navarre, mais enfin, il n'a rien de navarrais. Il est normand, il est comte d'Évreux, mais il est roi de Navarre. Et évidemment, son titre royal l'emporte sur son titre de comte d'Évreux. Et il y a des affinités de lignage, très certainement, entre l'aristocratie picarde et le comte d'Évreux. Et puis bien d'autres éléments que je n'ai pas eu le temps de reprendre, vous en doutez bien. Et j'en ai été prévenu il n'y a même pas 24 heures de la nécessité de venir vous parler ici. Mais Pascal, tu as peut-être des éléments plus à Non, alors je n'ai pas d'éléments précis, mais quand on dit le roi de Navarre, le roi d'Angleterre, le roi de France, on les voit un petit peu trop avec nos yeux contemporains. On a l'impression que ce sont des gens qui sont de pays étrangers. Mais vous l'avez vu sur l'arbre généalogique, ils sont cousins. Voilà, ils sont cousins, ils parlent la langue d'Oï, parce que même le roi dit d'Angleterre, quand il crée lors de la jarretière, la devise, c'est qu'il soit à la France, c'est pas vraiment de l'anglais anglo-saxon, c'est de la langue d'Oï. Ces gens parlent grosso modo, parlent le français de la moitié nord de la France. Alors, si c'est de l'anglo-normand, comme on dit pour l'Angleterre, ou du picard ou du français, pour ces élites, c'est à 90% la même langue. Quand on voit un acte
un acte administratif écrit en picard du XIIIe ou XIVe siècle, c'est à 90% la même chose que écrit en français de Paris. C'est pas le picard patois du paysan du coin. Donc en fait, tous ces gens, ils appartiennent à un même grand milieu princier, je dirais, international. Et donc pour les gens qui habitent dans le royaume de France, ils savent qu'il y a un roi de France. Mais là, vous le voyez bien, au XIVe siècle, on avait l'habitude que voilà, le roi de France, on se succédait de père en fils, et comme il n'y avait pas de problème de succession, on ne se posait pas la question. Au XIVe siècle, il se trouve qu'on se pose la question, voilà, le roi meurt, il a un fils, il a une fille, le fils meurt bébé, est-ce que la fille a le droit d'hériter? On décide que non, mais dans le droit féodal, dans certaines coutumes féodales, les filles pouvaient hériter. Ou alors, si elles n'héritaient pas elles-mêmes, elles pouvaient transmettre à leur fils. Ce qui fait que Charles, roi de Navarre, comte d'Évreux, comte de Mortain, qui vit souvent à Paris, pour pas mal de gens, il était aussi légitime qu'il hérite que pour d'autres, que ce soit Édouard III qui par sa mère est le petit-fils de Philippe le Bel, ou que le cousin par la branche masculine, le cousin valois. D'ailleurs, on dit les Valois, en réalité, il n'y avait pas de nom de famille, ces gens. Ces familles princières, ce sont les historiens qui leur inventent, ou là dans les crises politiques, où on leur met une étiquette, parce qu'on les appelle Valois, parce qu'ils ont eu en apanage le comté de Valois, érigé ensuite en duché de Valois. Mais si on suivait les règles monastiques actuelles, ces Valois, ce sont des quoi? Des Capétiens. Des Capétiens. Voilà, et donc ce sont des Capétiens directs, les Capétiens Valois, les Capétiens Bourbon, les Capétiens Orléans. C'est la même famille, et par les femmes, c'était aussi la même famille. Mais au XIVe siècle, pour des raisons en fait avant tout politiques, c'est-à-dire qu'on est aussi à un moment où se développe une conscience nationale qu'on rattache à un souverain, eh bien la majorité de la noblesse française considérait finalement Édouard III Plantagenet comme de plus en plus un étranger, de même que Charles de Valois, certains considéraient comme un étranger ou d'autres... C'est la grande époque où se constitue vraiment le concept de la souveraineté. L'époque de Jean le Bon, l'époque de Charles V. Oui, mais alors la souveraineté, c'est pas vraiment un problème de souveraineté, parce que qu'il y ait un roi de France qui soit plus puissant que les autres, tout le monde était d'accord. C'est plutôt la question de savoir à qui l'on confie sa fidélité. Parce que le royaume de France, tout le monde est d'accord qu'il y a des frontières du royaume de France, qu'il y a un roi d'Angleterre qui n'est pas le roi de France, et si Édouard III prétend à la couronne de France, dans ces cas-là, il serait roi d'Angleterre d'un côté et roi de France de l'autre. Et d'ailleurs, sur l'enluminure que tu as montré de l'hommage d'Édouard III comme duc de Guyenne et comte de Ponthieu, en réalité, j'aimerais bien savoir si, dans la cérémonie, il portait sa couronne. Et j'en doute. J'en doute pas. Parce que ça, c'est l'île. Et là, pour la propagande, on montre un roi qui s'agenouille devant un autre roi. Les grandes chroniques de France, c'est l'histoire de France officielle écrite au monastère de Saint-Denis. Et donc, on défend, bien sûr, le roi de France, en l'occurrence Valois. Mais je doute que pendant la cérémonie, le roi d'Angleterre ait porté sa couronne, parce qu'il ne prêtait pas l'hommage comme roi d'Angleterre, mais comme du comte de Ponthieu et duc de Guyenne. C'est beaucoup plus complexe que son... D'ailleurs, ce serait intéressant de revoir le... Je crois qu'il y a un tableau au musée de Picardie, un tableau du 19e, vu complètement. Le tableau de Porion, qui représente... vu par le 19e siècle romantique, voilà, l'hommage d'Édouard III à Philippe VI de Valois. Oui, alors on pourrait se dire, parce que c'est le 19e siècle romantique, c'est plus fantaisiste, mais moi je pense que cet ennui de la deuxième moitié du 14e, milieu 14e siècle, non, à mon avis, est vraisemblablement aussi farfelu, parce qu'il y a un but politique qui est derrière, qui est de montrer qu'en fait c'est le roi d'Angleterre qui est le vassal du roi de France, qu'il faut. Et
qu'on sait faire aujourd'hui, même à la télévision, Oui, non, mais les fake news, Avez-vous d'autres questions? Il me reste encore 5 minutes. S'il vous plaît, quel fut le type de disgrâce de Jean de Lagrange? Oh, ben Jean de Lagrange, il a été détesté par Charles VI et par le gouvernement de ses oncles, parce qu'il représentait le régime précédent. Après, il y avait peut-être aussi une détestation plus personnelle de Charles VI vis-à-vis de Jean de Lagrange. Mais en gros, avec l'arrivée de Charles VI, il devient roi de France, il a quel âge? 12 ans, je crois, à peu près. Et c'est ses oncles qui vont gouverner, Louis d'Anjou en particulier, qui va, jusqu'à sa mort en 84, qui va assurer le gouvernement du royaume. Et pour avoir les coups des franches, ils vont se libérer des plus proches conseillers du défunt roi. C'est classique à tout changement de règne. Et lui, bon, il est, j'allais dire, rembringué, si on peut dire, dans les affaires d'Avignon. Il est à Avignon à ce moment-là, comme cardinal, où il s'occupe des affaires de l'Église à l'époque du grand schisme. Je ne veux pas accabler les paroles, mais donc à la cour d'Avignon, il tient un rôle donc très important, parce que comme tu l'as rappelé, c'est le grand schisme. Donc il y a eu une première élection d'un cardinal italien qui règne à Rome sous le nom d'Urbain VI, et puis peu après, les cardinaux français, entre autres menés par Jean de Lagrange, contestent l'élection à laquelle ils avaient quand même pourtant participé, et donc élisent le nouveau pape Clément VII, qui n'est pas reconnu officiellement par l'Église catholique actuelle, mais qui, à la fin du XIVe siècle, est reconnu par une partie de la chrétienté, dont le royaume de France au début. Et donc, même si Jean de Lagrange n'est plus vraiment en grâce à la cour de France, il reste un élément essentiel des relations entre la cour pontificale d'Avignon et la cour de France. Il continue à défendre en fait les intérêts du roi de France. Et chose à noter, c'est qu'à la cour d'Avignon, il est appelé le cardinal d'Amiens. C'est-à-dire que comme il avait été évêque d'Amiens, en fait, à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle, à la cour d'Avignon, on commence à donner, je dirais, des surnoms, si je puis dire, à des cardinaux, surnoms qui ne correspondent pas à leur titre de cardinal. Cardinal de Saint-Marcel. Voilà, il est cardinal de Saint-Marcel, c'est un cardinal prêtre de Saint-Marcel. Mais à la cour d'Avignon, on continue à l'appeler cardinal d'Amiens. Et moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est l'attachement qu'il a conservé à la cité d'Amiens, à son siège d'Amiens. Ben, il y a son cœur et il y a ses os. Ben oui, mais en réalité, il n'était pas du tout de la région. Non, il est du Forez. Il est du Forez. Il a été 2 ans évêque d'Amiens, mais il n'a pas dû résister forcément beaucoup, parce qu'il continue à avoir un rôle à la cour. Mais il reste très attaché à la ville d'Amiens, à sa cathédrale. C'est normal. C'est pas le cas de tous les évêques du XIVe. On a le temps de prendre une dernière question, puis après il faut qu'on libère notre conférencier. Jean-Loup, tu vois, non? Bon, bah écoutez, je vous propose encore une fois d'applaudir Aurélien. Merci. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sous l'ordre.